votre beau front, ne pourrez-vous pas alors me rendre ce que je vous prête aujourd'hui? Autrefois les dames ne donnaient-elles pas à leurs chevaliers des armures, des épées, des casques, des côtes de mailles, des chevaux, afin qu'ils pussent aller combattre en leur nom dans les tournois? Eh bien, Eugène, les choses que je vous offre sont les armes de l'époque, des outils nécessaires à qui veut être quelque chose. Il est joli, le grenier où vous êtes, s'il ressemble à la chambre de papa. Voyons, nous ne dînerons donc pas? Voulez-vous m'attrister? Répondez donc, dit-elle en lui secouant la main. Mon Dieu, papa, décide-le donc, ou je sors et ne le revois jamais. Je vais vous décider, dit le père Goriot, en sortant de son extase. Mon cher monsieur Eugène, vous allez emprunter de l'argent à des juifs, n'est-ce pas? Il le faut bien, dit-il. Bon, je vous tiens, reprit le bonhomme en tirant un mauvais portefeuille en cuir tout usé. Je me suis fait juif, j'ai payé toutes les factures, les voici. Vous ne devez pas un centime pour tout ce qui se trouve ici. Ça ne fait pas une grosse somme, tout au plus 5 000 francs. Je vous les prête, moi. Vous ne me refuserez pas, je ne suis pas une femme. Vous m'en ferez une reconnaissance sur un chiffon de papier, et vous me les rendrez plus tard. Quelques pleurs roulèrent à la fois dans les yeux d'Eugène et de Delphine, qui se regardèrent avec surprise. Rastignac tendit la main au bonhomme et la lui serra. Eh bien quoi? N'êtes-vous pas mes enfants? Dit Goriot. Mais mon pauvre père, dit madame de Nucingen, comment avez-vous donc fait? Ah, nous y voilà, répondit-il. Quand je t'ai eu décidé à le mettre près de toi, que je t'ai vu achetant des choses comme pour une mariée, je me suis dit, elle va se trouver dans l'embarras. L'avoué prétend que le procès à intenter à ton mari pour lui faire rendre ta fortune durera plus de 6 mois. Bon, j'ai vendu mes 1350 livres de rente perpétuelle. Je me suis fait avec 15 000 francs, 1200 francs de rente viagère, bien hypothéquée, et j'ai payé vos marchands avec le reste du capital. Mes enfants. Moi, j'ai là-haut une chambre de 50 écus par an, je peux vivre comme un prince avec 40 sous par jour, et j'aurai encore du reste. Je n'use rien, il ne me faut presque pas d'habits. Voilà 15 jours que je ris dans ma barbe en me disant: vont-ils être heureux? Eh bien, n'êtes-vous pas heureux? Oh, papa, papa, dit madame de Nucingen en sautant sur son père qui la reçut sur ses genoux. Elle le couvrit de baisers, lui caressa les joues avec ses cheveux blonds et versa des pleurs sur ce vieux visage épanoui, brillant. Cher père, vous êtes un père. Non, il n'existe pas deux pères comme vous sous le ciel. Eugène vous aimait bien déjà. Que sera-ce maintenant? Mais mes enfants, dit le père Goriot, qui depuis 10 ans n'avait pas senti le cœur de sa fille battre sur le sien, mais Delphinette, tu veux donc me faire mourir de joie? Mon pauvre cœur se brise. Allez, monsieur Eugène, nous sommes déjà quittes. Et le vieillard serrait sa fille par une étreinte si sauvage, si délirante qu'elle dit: ah, tu me fais mal. Je t'ai fait mal, dit-il en pâlissant. Il la regarda d'un air surhumain de douleur. Pour bien peindre la physionomie de ce Christ de la paternité, il faudrait aller chercher des comparaisons dans les images que les princes de la palette ont inventées pour peindre la passion soufferte au bénéfice des mondes par le Sauveur des hommes. Le père Goriot baisa bien doucement la ceinture que ses doigts avaient trop pressée. Non, non, je ne t'ai pas fait mal, non, reprit-il, en la questionnant par un sourire. C'est toi qui m'as fait mal avec ton cri. Ça coûte plus cher, dit-il à l'oreille de sa fille en la lui baisant avec précaution, mais il faut l'attraper, sans quoi il se fâcherait. Eugène était pétrifié par l'inépuisable dévouement de cet homme, et le contemplait en exprimant cette naïve admiration qui, au jeune âge, est de la foi. Je serais digne de tout cela, s'écria-t-il. Oh, mon Eugène, c'est beau ce que vous venez de dire là, et madame de Nucingen baisa l'étudiant au front. Il a refusé pour toi mademoiselle Taillefer et ses millions, dit le père Goriot. Oui, elle vous aimait, la petite, et son frère mort, la voilà riche comme Crésus. Oh, pourquoi le dire? S'écria Rastignac. Eugène, lui dit Delphine à l'oreille, maintenant j'ai un regret pour ce soir. Ah, je vous aimerais bien, moi, et toujours. Voilà la plus belle journée que j'ai eue depuis vos mariages, s'écria le père Goriot. Le bon Dieu peut me faire souffrir tant qu'il lui plaira, pourvu que ce ne soit pas par vous. Je me dirai:
En février de cette année, j'ai été pendant un moment plus heureux que les hommes ne peuvent l'être pendant toute leur vie. Regarde-moi, Fifine, dit-il à sa fille. Elle est bien belle, n'est-ce pas? Dites-moi donc, avez-vous rencontré beaucoup de femmes qui aient ces jolies couleurs et sa petite fossette? Non, pas vrai. Eh bien, c'est moi qui ai fait cet amour de femme. Désormais, en se trouvant heureuse par vous, elle deviendra 1000 fois mieux. Je puis aller en enfer, mon voisin, dit-il. S'il vous faut ma part de paradis, je vous la donne. Mangeons, mangeons, reprit-il en ne sachant plus ce qu'il disait. Tout est à nous. Ce pauvre père. Si tu savais, mon enfant, dit-il en se levant et allant à elle, lui prenant la tête et la baisant au milieu de ses nattes de cheveux, combien tu peux me rendre heureux à bon marché. Viens me voir quelquefois. Je serai là-haut. Tu n'auras qu'un pas à faire. Promets-le-moi, dis. Oui, cher père. Dis encore. Oui, mon bon père. Tais-toi. Je te le ferais dire 100 fois si je m'écoutais. Dis non. Fin de la 21e section.